Bonjour, mon nom est Mike Seviello, je suis libraire responsable de la section adulte à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables de la section littérature québécoise pour le mois de juin. On commence avec un texte qui s'appelle « D'autres font du vitrail » d'Isabelle Dionne aux éditions Hamac. C'est écrit comme des petits instantanés, des petits moments captés, en fait comme du vitrail à quelque part, et c'est intéressant parce qu'elle dit ça, d'autres font du vitrail, mais c'est écrit justement comme un travail de vitrail où la lumière traverse chaque parcelle de vitre, chaque couleur qui donne un ton complètement uniforme par la suite à l'œuvre. Alors chaque texte est présenté différemment, des petits instantanés, des petits éléments qui se lisent ici, captés ici et là, sur un paquet d'éléments du quotidien, des constatations, je dirais, du quotidien. C'est bien, ça se lit doucement, ça se lit lentement et ça se lit en fragments également, comme à quelque part on peut regarder un vitrail dans son entièreté ou on peut également l'admirer par les différents jets de lumière. D'autres font du vitrail, Isabelle Dionne aux éditions Hamac. Plessis, le prix Robert Clich, à toutes les années, le prix Robert Clich donne, enfin c'est le prix du meilleur nouveau roman. Le premier roman, en fait pas nouveau, mais premier roman cette année, c'était Joël Bégin pour Plessis. Ça se passe en 1959, on est dans un roman noir, je dirais. On ne l'a pas classé, nous, littéralement en polar, mais avec la structure, c'est une notion d'enquête. En 1959, dans le guest house de Lauren Orr Company of Canada, le vieux chef se meurt, attaque cérébrale soudaine, du moins c'est ce qu'on prétend, parce qu'il apparaît vite qu'il se trame quelque chose de louche à Shefferville. L'ambiance est là, vous voyez très bien comment ça s'est passé, contexte éloigné, un suspense, on croit, supposé mort ou du moins embêtant, et la trame est donnée. Ça permet à l'auteur de revenir sur un passé, peut-être des fois un peu plus sombre, cette fameuse noirceur du Québec des années 40 et 50. On est en 1959, on est à la fin de ça, on est à l'ouverture d'un Québec un peu plus ouvert, tout ça. Ben, qu'est-ce qui se passe dans une région plus éloignée, tout ça? Ben, c'est là, c'est Plessis, Joël Bégin, chez VLB Éditeur. Je vous parle de Faux Rebond de James Heinemann parce que c'est l'été qui s'en vient, puis il y a du tennis qui s'en vient beaucoup, puis les gens vont peut-être aimer ça. Les amateurs de tennis surtout vont apprécier beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas ou n'aiment pas le tennis vont peut-être mettre ça de côté et c'est correct parce que ce sont des chroniques que James Heinemann nous écrit. Certains textes ont été écrits du côté de Tennis Mag dans un magazine de tennis et d'autres ont été ajoutés. On ne fait pas juste parler de tennis et ce n'est pas technique. Attention, ce n'est pas un roman ou un récit ou un livre technique sur le tennis. C'est les réflexions de James Heinemann, qui est un joueur de tennis, fréquent, un bon joueur de tennis, qui aime beaucoup regarder et jouer au tennis, qui connaît bien le sport et qui en parle avec plein d'affection, avec plein d'amour, je dirais. Et c'est intéressant de voir comment il réussit à mêler l'écriture. Alors, le plaisir du texte, c'est un acteur. Donc, ce plaisir du texte, du roman, de la lecture, joint à la notion du tennis. Donc, ceux qui aiment beaucoup le tennis vont découvrir dans ça plein de choses, vont retourner dans le passé, vont reconnaître des noms actuels, mais des vieux noms, des noms à la McEnroe et Boris Becker et tout ça. Donc, c'est assez agréable. Ceux qui ont moins l'intérêt pour le tennis finiront quand même par y trouver leur compte parce qu'il y a une écriture, il y a une réflexion, si ce n'est que sur le plaisir de pratiquer le tennis et qui peut s'ouvrir sur tout simplement le moment de grâce du moment où lorsqu'on choisit une activité, qu'on se plaît dans cette activité, on est complètement dedans. Ce moment qui fait qu'on est bien, que ce soit le tennis ou autre chose, peut-être des éléments que certaines personnes vont retrouver même si le tennis n'est pas leur sport de prédilection. Faux Rebond de James Heinemann, c'est vraiment agréable chez XYZ. Je vous parle recueil de nouvelles. Ça, c'est génial, les recueils de nouvelles. On en a quelques-uns qui sortent en littérature québécoise et puis je pense que c'est important de les mentionner puis de les présenter quand ils se présentent.
D'autant plus que c'est une lecture extrêmement agréable, fractionnée, qui peut être lue ici et là. On n'est pas obligé de le lire au complet. C'est moins demandant qu'un roman, parce que quand on commence le roman, il ne faut pas oublier où on est rendu. La nouvelle, on lit une nouvelle, on passe à une autre nouvelle, puis à ce moment-là, on n'est pas obligé de se rappeler de la première nouvelle qu'on est rendu à la deuxième, puis à la troisième. Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges de Éric C. Plamondon, aux éditions Sémaphore. 13 histoires, oui, étranges, bizarres, et particulière, bien écrite, vraiment, c'est très agréable à lire. Il y en a qui sont un peu plus longues. Certaines nouvelles font 3-4 pages, pas plus. Alors, un punch assez rapide. Et attention, parce que le punch classique de la nouvelle, comme on l'a nommé, il n'est pas tout à fait là toujours. Et on l'attend des fois, mais très loin. Et il arrive d'une façon très particulière. Ça crée une belle ambiance. C'est une belle ambiance de lecture pour l'été, je trouve. C'est le genre de lecture-là, fin de soirée, lorsqu'on veut avoir, on a une petite période, un petit temps de lecture, tout ça. Bizarrerie du banal, 13 histoires étranges aux éditions Sémaphore d'Éric C. Plamondon. Je pense qu'une couple de personnes qui vont peut-être vous le demander, parce qu'on va en parler un peu de ce roman-là, de ce recueil de nouvelles-là, justement. Et son originalité fait que, justement, les nouvelles, on en publie, mais on n'en publie pas encore assez. Et je trouve que c'est une voie de lecture qui pourrait être un peu plus privilégiée par les lecteurs, par les éditeurs, par les auteurs également. Puis en tout cas, ce recueil-là démontre que la nouvelle a sa place totale, entière dans le paysage littéraire au Québec comme ailleurs également. À considérer. Bon, l'Hôtel du Suicide, pour ceux qui ont écouté également la capsule Polar, littérature policière, ça semble être un sujet là, un peu récurrent là, dans le mois de juin pour les incontournables. Hôtel du Suicide chez Guy Saint-Jean, de Pierre-Yves Drouin. Dans la collection OVNI, je mentionne la collection OVNI chez Guy Saint-Jean, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont décidé de sortir cette collection-là qui sort un peu littéralement des sentiers battus, puis je pense que ça veut tout dire, ce sont des ovnis. Donc, c'est des textes qui ne sont pas normalement, logiquement ou habituellement, publiés chez Guy Saint-Jean. Alors là, ils ont décidé d'aller chercher des textes un peu plus différents, un peu plus crunchy, un peu plus marginaux. Et là, on est quelque chose d'intéressant. C'est un personnage Guillaume, qui fait pas grand-chose de sa vie, il a 27 ans, sur l'assurance emploi, puis il vit chez eux avec sa mère, tout ça, puis il fait pas grand-chose, puis sa mère est obligée de travailler pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de son fils. Il faudrait qu'il fasse quelque chose, essaie de trouver un emploi au dépanneur du coin, ça fonctionne plus ou moins bien, puis il y a quelque part dans cette ville-là un hôtel du suicide qui existe, et semble-t-il que les gens vont là pour se suicider, et l'hôtel organise vraiment tout pour eux et facilite leur suicide. Il y a un emploi, il va appliquer, puis il n'est pas sûr parce qu'il dit j'ai un problème moral, parce que là, je vais participer au suicide pour certaines personnes, donc à quelque part, je les tue, je vais être un meurtrier, tout ça. Donc, c'est présenté ici d'une façon lourde, mais c'est traité avec une certaine forme de légèreté. Considérant qu'à quelque part, la façon qu'on en traite, on peut rire un peu de ce sujet-là, ou du moins on peut l'aborder avec un peu plus d'humour. Donc, l'Hôtel du Suicide fait ça, aborde ce sujet-là, et la notion du suicide, elle est un peu secondaire, je dirais. Là, on ne met pas l'accent uniquement sur ça. C'est beaucoup plus ce personnage-là qui essaie de se sortir et ses problèmes moraux. Il se dit, il faut que je trouve un emploi, j'ai une fille, il faut que je finisse par travailler, je vais aller travailler là. Et bon, bien sûr, ce sera une série de situations rocambolesques qui vont prendre le dessus, et l'humour est omniprésent à l'intérieur du roman, ce qui allège la base du sujet qui pourrait être un peu lourd pour certains lecteurs. C'est pas dit que tout le monde va vous le demander, mais ceux qui sont peut-être un peu aventureux, puis qui osent peut-être et qui n'auront pas peur de franchir la barre, un peu la contrainte morale pour aller chercher un roman qui a quand même pas mal d'humour. Hôtel du Suicide, les ovnis, la collection Les ovnis de Pierre-Yves Drouin chez Guy Saint-Jean. Je pense que pour l'été, ça se lit relativement bien. On est dans un autre contexte un peu plus délicat, un peu plus lourd, bien sûr. Ma fin du monde de Simon Roy chez Boréal dans la collection Liberté Grande.
C'est pas un secret, tout le monde le sait. Simon Roy est atteint d'un cancer du cerveau qui est un cancer irréversible. Donc, il se sait condamné. La mort éventuellement arrivera. Il a décidé d'écrire ça très rapidement quand même. Ça a été écrit en peu de temps. Où il parle de sa condition, de sa situation, de ce cancer-là et de son éventuelle mort. Attention, c'est pas écrit avec du larmoiement et c'est pas un journal de bord du type « je vais mourir, je vous le dis, je vous le répète ». D'ailleurs, ceux qui vont le lire et qui pensent que Simon Roy va vraiment... Ceux qui pensent que c'est un genre de récit de la mort, de ma mort, c'est pas ça du tout. C'est vraiment autre chose. Il met en parallèle, quand on parle de fin du monde, il met en parallèle le fameuse émission de radio qu'Orson Welles avait fait sur l'invasion de la fin du monde de H.G. Wells. Et puis, la guerre des mondes, précisément, il met ça en relation, il joue sur ça, sur la crainte qui avait été amenée dans la société à ce moment-là, tout ça. Mais inévitablement, l'éventuelle fin du monde, guerre du monde, d'invasion. Et progressivement, dans le texte, il vient amener ça à lui. Il ramène ça à lui dans sa fin du monde à lui. C'est touchant. C'est oui, lourd, parce qu'on sait qu'il est complètement, pleinement conscient de sa situation. Pour les gens qui ont lu du Simon Roy, qui aiment le Simon Roy, il le dit au début, et c'est peut-être ce qui est un peu plus touchant, je trouve. Il le dit au début, une mise en garde au lecteur, à la lectrice. Il dit « Je sais que tu es habitué de lire ma littérature, mes romans. » C'est quelqu'un qui prend un soin énorme avec les mots, avec les phrases, avec la tournure, le sens. Peut-être que tu vas trouver que c'est moins bien écrit, mais il dit « J'ai perdu la parole, j'ai perdu la mémoire. » Quelques fois depuis quelques temps, puis je n'ai plus les mêmes capacités qu'avant. Puis ça a été écrit dans l'urgence. Au-delà de ça, je pense que c'est à lire. Au-delà de tout ça, c'est une très belle leçon d'humilité qu'on peut lire. Ma fin du monde, Simon Roy, lourd, mais quasiment incontournable, aux éditions Boréal. Et je finis avec quelque chose assez agréable. Myriam Vincent nous propose À la maison aux éditions Poète de Brousse dans la collection Prose. Ça s'appelle Poète de Brousse. Oui, ils font beaucoup de poésie, mais ça ici, c'est un roman. Donc, si vous arrivez puis vous voyez Poète de Brousse, vous dites « Ah, c'est de la poésie, j'en veux pas. » Non, non, c'est du roman. Il y a Myriam Vincent à la maison. C'est un jeune couple, elle est enceinte, un jeune couple qui décide de s'acheter une maison, puis dans un contexte où ils n'ont pas grand choix, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un manoir. Ils trouvent une maison, elle n'est pas convenable totalement, mais ça fait l'affaire. Ils décident de l'acheter, tout ça. La maison est un peu particulière, c'est un peu bizarre. Cette maison-là, elle est comme trop blanche. Lorsque le personnage reste à la maison, elle va rester à la maison, alors que son conjoint va aller travailler. Lorsqu'elle est à la maison, elle essaie d'aménager la maison, elle essaie de transformer des choses. La maison semble résister. Peinture colle pas aux fenêtres, les vitres ne se lavent pas, tout ça. Donc, est-ce que c'est la maison qui est habitée? Est-ce qu'on est dans une maison hantée? Est-ce que c'est pas traité de cette façon-là? C'est pas une maison hantée, il n'y aura pas à ce moment-là, à la toute fin, des portes qui vont claquer, c'est pas du poltergeist, c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça joue sur la mince ligne entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que tout se passe dans la tête de cette jeune femme-là, est-ce que la situation qu'elle est, dans un état où elle est enceinte, puis ça devient plus lourd, puis la fatigue physique, la fatigue morale, tout ça, est-ce que c'est elle qui se fait des idées? Et elle le dit à l'intérieur à un moment donné, parce que ça s'adresse à nous, elle dit « Vous allez penser que je suis folle, vous allez vous dire que je suis folle. » Est-ce qu'on est dans cette folie-là? Est-ce que c'est vraiment une maison qui est hantée, c'est embêtant et tout au long jusqu'à la fin, on est toujours entre les deux, entre le fait que c'est elle qui se met ça dans la tête, mais en même temps, c'est tellement évident la façon qu'elle nous le raconte et d'une franchise qu'on se dit, c'est la maison. C'est vraiment intéressant à lire. Ça nous met dans une ambiance fantastique, mais pas trop exagérée.
Une belle lecture et vraiment une super belle lecture d'été. C'est pour ça que je l'ai réservée pour la fin. On va sans doute vous le demander. Elle nous avait offert un roman policier précédemment qui s'appelait Fury. On a le même souffle d'écriture, la même intensité. Faut, je vous dirais, se mettre dans le bain au début. C'est un peu pas lourd, pas complexe, un peu simple peut-être au début à la lecture, mais rapidement on tombe dedans et dès que vous allez être accroché, ben là vous allez passer un beau moment de lecture jusqu'à la fin à la maison. Myriam Vincent, poète de brousse dans la collection Prose. Juin, hein, il n'y a pas beaucoup de sorties littéraires du côté québécois, c'est sûr, la rentrée, on est un peu loin de la rentrée, donc j'ai fait la sélection de ce qui pourrait vous intéresser ou du moins ce peut-être vous a échappé dans vos sélections parce qu'il y a des gros noms qui sortent, puis souvent, bon, on s'attarde aux gros noms parce que, bon, les lecteurs, les lectrices, les membres veulent avoir ça. Je vous ai montré ce qui aurait pu passer sous le radar. Et, ben voilà, c'était la sélection des incontournables pour la littérature québécoise pour le mois de juin. Je suis Mike C. Viennot, libraire responsable dans la section adulte à la librairie Monet. Ben, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve au mois de septembre pour des prochaines capsules. Entre-temps, je vous souhaite un bon été et surtout bonne lecture à tous et à toutes. Merci, au revoir. Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet avec la sélection des titres en littérature étrangère pour le mois de juin. Alors, on va commencer avec le Booker Prize de 2021, attribué l'automne dernier. C'est de Damon Galgut, La Promesse. Alors, pour les gens qui, comme moi, ont eu le très grand plaisir de lire son magnifique roman précédent, Hiver Arctique, ben, ce n'était pas vraiment une surprise de savoir qu'il avait reçu ce prestigieux prix. C'est vraiment un écrivain formidable. Cette fois-ci, c'est un écrivain sud-africain, blanc, et dans ce roman-ci, il nous raconte l'histoire du pays sur une trentaine d'années jusqu'en 2018, à travers une famille, la famille Swart, dont la mère, la matriarche, est sur le point de va mourir. Et cette matriarche, donc, a fait la promesse à sa domestique, Salomé, qui s'est occupée d'elle et de sa maison toute sa vie, qu'à sa mort, la maison lui reviendrait. Or, évidemment, la famille, les enfants ne voient pas tous tout à fait de la même façon la nécessité de tenir promesse. Donc, on voit ici qu'il y a évidemment la métaphore de la promesse de la fin de l'apartheid et de la réparation. Et le roman va donc plonger dans la vie de ces enfants, les uns après les autres, pour faire le portrait de cette société sud-africaine qui ne se remet évidemment toujours pas de ce traumatisme qu'était l'apartheid, qu'est encore d'une certaine façon l'apartheid, puisque la situation sociale n'a peut-être pas autant évolué que l'on le pense. Et Damon Galgut se penche là-dessus. Donc, La Promesse aux éditions de l'Olivier. On va faire maintenant un petit séjour en Russie. Beaucoup de publications, bien sûr. Je pense que c'était probablement de toute façon prévu, puisque la guerre, on a surpris plus d'un en février, la guerre en Ukraine. Donc le programme éditorial était déjà sûrement établi, sauf que, évidemment, l'actualité nous amène peut-être à nous attarder un petit peu plus sur ces parutions, et notamment cet incontournable de Ludmila Ulitskaya, Le corps de l'âme. C'est une des plus grandes écrivaines russes vivante, en exil à Berlin depuis de nombreuses années. Elle était opposante à Poutine de longue date, donc pas uniquement au moment du déclenchement de la guerre, et donc s'est exilée à Berlin. Vous la connaissez peut-être, en fait son titre le plus célèbre qui l'a fait connaître dans le monde francophone, c'est L'échelle de Jacob, il y a 4 ans, 5 ans. Cette fois-ci, c'est un recueil de nouvelles, mais un recueil de nouvelles qui s'est élaboré autour d'un thème, c'est-à-dire la frontière entre corps et âme, c'est-à-dire d'abord est-ce qu'il y en a une, et si oui, comment peut-on l'aborder, qu'est-ce qui s'y passe, et c'est donc à travers 11 nouvelles qu'on dit tragicomique, parce que Ulitskaya joue sur vraiment ces deux tonalités. On parle beaucoup de la poésie de l'instant présent, et donc ces instants sont parfois tragiques, parfois comiques, et tout ça est relié par la poésie, parce que Ulitskaya est aussi poète, donc au début et à la fin du recueil, on a un poème d'Ulitskaya. Donc, Le corps de l'âme de Ludmila Ulitskaya chez Gallimard. On va faire un petit détour par la Biélorussie
Donc, un pays qui, depuis son indépendance en 91, mais 3 ans après l'indépendance, Alexandre Loukachenko a pris le pouvoir et est dictateur de Biélorussie depuis 1994. Donc, ça commence à faire ça commence à faire un bon moment. Et le roman de Sacha Filipenko s'inscrit un peu dans cette vérité historique. Un fils perdu, c'est l'histoire d'un jeune homme de 16-17 ans, étudiant au conservatoire de musique, qui, lors d'une manifestation, va être bousculé, blessé, va en résulter un coma. Il va tomber dans le coma pendant 10 ans. Et pendant cette période, bien évidemment, la vie change. Comme il ne sort pas de son état végétatif, sa mère se remarie. C'est sa grand-mère qui s'occupe de lui, qui assure une présence auprès de lui. Sa petite amie, évidemment, trouve quelqu'un d'autre. Et il va se réveiller, 10 ans donc après l'accident, et pour trouver donc sa famille changée, sa grand-mère décédée. Mais le pays, lui, n'a absolument pas changé. C'est toujours le même dictateur qui est au pouvoir. C'est toujours les mêmes interdictions, la même impossibilité d'être libre. Les jeunes continuent de s'enfuir du pays, tentant de vivre leur vie ailleurs. Et donc, Francis, le jeune homme, qui n'est plus du tout un jeune homme, va se poser la question, comment faire pour vivre dans une société aussi figée? Comment trouver sa place dans une société paralysée? Donc, si je vous en fais le résumé que je viens de vous en faire pourrait penser que c'est un roman très gris, très noir, un peu déprimant, alors que le roman, pas du tout, est écrit un peu comme un conte philosophique du 18e siècle, avec beaucoup d'humour. C'est aussi, on parle aussi beaucoup de la littérature de l'Europe de l'Est de l'époque soviétique, ce mélange donc de désespoir et d'humour noir, j'allais dire, Filipenko, donc qui lui aussi est en exil, a donc dressé ce portrait à travers Francis, qui est son coma, d'un pays dans le coma qui attend désespérément la fin de l'ère Loukachenko, qui, comme on le sait, est un des supporters de Poutine et participe à la guerre contre l'Ukraine. Donc, Un fils perdu aux éditions Noir sur Blanc. On fait un petit détour par la Finlande pour 2 romans ce mois-ci. Le premier de Petra Rautiainen, je pense que je prononce bien, Un pays de neige et de cendres aux éditions du Seuil. C'est l'histoire c'est 2 personnages principaux qui cohabitent dans la Finlande de l'après-guerre en 1947. La journaliste, elle, est venue faire un reportage sur la reconstruction de la Finlande dans le nord du pays, en Laponie. Et elle fait aussi, en douce, à côté de tout ça, une enquête tout à fait personnelle pour savoir ce qui est arrivé à son mari disparu pendant la guerre. Et elle va découvrir quelque chose qui n'est pas très connu à travers le témoignage de ce jeune homme avec qui elle cohabite, qui était interprète et soldat prisonnier dans un camp allemand. Elle va découvrir le sort qui a été fait à la population Sami, qui habite en Laponie, donc. Le roman se situe, on le décrit dans les articles que j'ai lus, dans les présentations même de l'éditeur, quelque part entre le roman historique et le thriller. Donc, ça joue sur les 2 tableaux, mais on dit que c'est absolument très bien écrit et aussi très très bien traduit par Sébastien Cagnoli, qui avait déjà traduit les romans de Sophie Oksanen, dont le magnifique Purge à l'époque. Donc, c'est un gage de qualité. Donc, roman historique, thriller, Un pays de neige et de cendres, au Seuil, de Petra Rautiainen. Toujours en Finlande, mais un siècle et quelques plus tôt, en 1816, Jukka Vikila, les aquarelles de l'architecte Engel, chez Gallimard. C'est autour de l'architecte allemand, Karl Ludwig Engel, qui, au début du XXe siècle, à cause des guerres napoléoniennes, doit quitter la Prusse, où il tente sans succès de faire son métier d'architecte. Il va se retrouver donc à Helsinki, qui vient tout juste d'entrer sous domination russe pour un siècle, et va se constituer le Grand-Duché de Finlande. Et pour ça, Helsinki va être choisi capitale de ce nouveau Grand-Duché, sous influence russe. Et
Engel va se retrouver dans l'équipe d'architectes qu'on charge de redessiner, de reconstruire la ville, littéralement. Et Vikila raconte donc, à travers... la narration se fait à travers le journal intime de l'architecte qui écrit pour sa fille. C'est vraiment, on en parle comme d'une lettre d'amour à Helsinki, et c'est un roman aussi, bien sûr, sur la création. Mais dans le cas particulier de l'architecture, ce qui est fascinant, c'est que bien sûr, sa création finit par se réaliser physiquement et devient le théâtre dans lequel l'histoire de chacun se déroule. Donc, c'est vraiment ce roman parallèle sur Helsinki, l'architecture, Jukka Vikila, qui avec ce livre-là, Les aquarelles de l'architecte Engel, chez Gallimard, il a remporté en 2016 le prix Finlandia, qui est vraiment l'équivalent du Goncourt en Finlande. Donc, à découvrir. On retourne en Amérique du Nord avec une écrivaine tout à fait inconnue au bataillon dans le monde francophone. C'est la première traduction. Gail Jones. Son roman s'intitule Corregidora. J'avais tendance à le dire à l'italienne, Corregidora, mais je pense que c'est l'américaine qui est probablement la bonne. Un roman édité par Toni Morrison en 1975, qui avait été soutenu par James Baldwin. Donc, ce premier roman nous raconte l'histoire d'Ursad, une chanteuse de blues qui, au tout premier chapitre du roman, est admise à l'hôpital pour une chute dans l'escalier. Au fil des tout premiers chapitres, on va finir par apprendre ce qui se cache derrière cette histoire, parce que c'en est une fiction, c'est-à-dire cette chute dans l'escalier d'Ursa, et on va plonger dans la vie de cette femme dans le Kentucky des années 40, au 20e siècle donc, et Gail Jones faisait partie, elle est encore vivante, mais n'écrit plus, je crois bien, depuis fort longtemps. Gail Jones donc faisait partie de ce mouvement qu'on a appelé l'africanisme, c'est-à-dire écrire des romans, oui, raconter l'histoire des Afro-Américains à travers le prisme de l'histoire de siècles d'esclavagisme et de l'impact le trauma, je dirais, de ces siècles-là d'oppression dans la vie contemporaine des gens, dans la vie contemporaine de l'histoire américaine des années 40, 50, 60, 70. Donc, Corregidora de Gail Jones, c'est aux éditions, un éditeur que je ne connaissais pas, aux éditions d'Alva. Donc, ensuite, une belle surprise pour tous les amateurs de Kerouac, dont on célébrait au début, il y a un mois à peine, l'anniversaire de la naissance. Une flopée de nouvelles publications de livres sur Kerouac, des rééditions, dont notamment, je vous le montre, le tout premier roman publié de Jack Kerouac en 1950, The Town and the City, dont on a choisi de garder le titre anglais pour l'édition française, à la table ronde. Donc, mais bien sûr, la grande surprise, le grand plaisir, c'est la traduction, enfin, après 10 ans d'attente, parce qu'il a été publié en anglais il y a 10 ans, je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps pour l'avoir en français, c'est L'Océan et mon frère, qui est un roman inédit de Jack Kerouac, publié chez Gallimard. C'est en fait un roman écrit par Kerouac à 20 ans, son premier vrai roman qu'il n'a pas publié. C'est un roman très fortement autobiographique et le personnage principal vraiment est un calque de Kerouac. Il a lui aussi 20 ans, il est matelot, ce que Kerouac a été, décide de s'embarquer avec un ami qu'il a rencontré à Boston, un jeune homme qu'il a rencontré à Boston avec qui il s'est lié d'amitié. Et donc le personnage qui dans le roman s'appelle Wesley. Donc ce jeune matelot, en permission, va convaincre ce jeune homme de l'accompagner sur un cargo à destination du Groenland. Donc la réaction, je vous dirais, les articles que j'ai lus là-dessus, la réaction critique, nous parle d'un roman formidable qui méritait tout à fait d'être publié. Peut-être qu'il était trop près de Kerouac et qu'il manquait de distance. Kerouac ne trouvait pas que c'était un bon texte. Cela dit, il ne s'en est pas défait. Donc, on trouve dans ce livre, dit-on, tous les grands thèmes déjà qu'on va retrouver dans toute la suite de l'œuvre de Kerouac. Donc, l'amour des voyages sans but précis, l'amour des grands espaces, la recherche d'une certaine spiritualité. Donc, tout ce qui a fait la célébrité de la Beat Generation et tout ce qu'on a retrouvé donc, dans cette œuvre, une des plus influentes du 20e siècle, très certainement. Donc, Jack Kerouac, L'Océan et mon frère, chez Gallimard.
Et toujours aux États-Unis et toujours parlant d'écrivains inconnus au bataillon parce que jamais traduit en français, Fran Lebowitz, que certains d'entre vous ont peut-être découvert à travers deux projets du grand cinéaste Martin Scorsese. Lui a consacré un documentaire il y a quelques années. Et l'an dernier, un des plus grands succès sur Netflix, c'était une série qui s'appelait, non pas Imagine a City, mais en fait c'était une série sur la ville de New York, et le New York de Fran Lebowitz. Et la série l'a donc fait connaître internationalement à un public qui ne connaissait pas son existence. Elle est pourtant assez célèbre aux États-Unis, mais n'a écrit que 2 livres à la toute fin des années 70. Et après ces 2 livres, c'est le blocage total. Elle n'a plus jamais été capable d'écrire d'autres livres, mais a, je dirais, continué d'être une personne très célèbre parce qu'elle fait des conférences, elle est invitée sur des talk shows. C'est quelqu'un qui a un humour sarcastique, ironique. C'est vraiment une pince sans rire, absolument, en tout cas moi je la trouve totalement irrésistible. Mais ces textes n'avaient jamais été traduits en français. Donc les éditions Pauvert ont, peut-être dans la foulée et dans la découverte de cette série, a décidé de publier cette anthologie. C'est donc en un seul livre des extraits, de larges extraits des textes, parce que ce n'est pas une romancière, mais elle écrit. C'est assez difficile à classer, c'est de l'humour, mais c'est aussi, à travers tout ça, un commentaire sur la société américaine. Mais c'est quelqu'un qui était très près de la scène punk à New York, d'écrivains, de cinéastes, de musiciens. Donc, pensez avant de parler, lisez avant de penser, à l'impératif, de Fran Lebowitz aux éditions Pauvert. Pour la littérature française, j'ai le nouveau roman d'Antoine Biot chez Gallimard, Le soldat Ulysse. Le soldat Ulysse, c'est en fait une histoire vécue, réelle, mais que Antoine Biot a condensée sur un seul homme à la fin de la Première Guerre mondiale, après la boucherie de cette guerre. Il y avait plus de 50 000 soldats français qui ont été portés disparus. On ne sait pas s'ils sont morts, ce qui leur est arrivé réellement, et on a trouvé, errant dans le pays, 6 soldats qui avaient des cas d'amnésie totale. On ne pouvait pas établir leur identité, aucun numéro de matricule, rien du tout. Or, évidemment, 50 000 soldats disparus, c'est 50 000 familles, pères, mères, amants, amis, amantes, amis, qui vont voir les photos de ces 6 soldats et vont donc se projeter et essayer de leur trouver des ressemblances pour faire que leur attente, leur douleur s'arrête, tout simplement. Donc, Biot a utilisé cette histoire, l'a concentré sur donc ce soldat qu'on trouve errant dans une gare à Paris tout de suite après la fin de la guerre. On va tenter donc de savoir qui il est, on va l'envoyer dans une clinique, il va s'en échapper, être rattrapé, jusqu'à ce que le ministère des Anciens Combattants décide de placarder dans les gares, dans les bureaux de poste partout dans le pays, la photo du soldat Ulysse, et vont donc se manifester plus de 500 familles, amis, connaissances, qui vont dire, c'est lui, c'est notre homme, c'est mon frère, mon mari, etc. Et un médecin, donc, va être chargé, le colonel Miloge va être chargé de rencontrer ces gens et d'établir qui est vraisemblablement parent avec ce soldat. Il va donc, à partir de ces 500 familles, se ramener ça à seulement 2 possibilités, et là va évidemment se poser tout le problème du moral pour le colonel, pour le médecin. Comment trancher? Comment établir, pour sûr, l'identité d'un homme qui ne sait plus qui il est? Donc c'est évidemment en creux un livre sur la fragilité de l'identité, et évidemment la question se pose aussi, est-ce que cet homme va accepter l'histoire qu'on lui fait de sa propre vie dont il ne se souvient pas? Le soldat Ulysse, Antoine Biot chez Gallimard. On s'en va en Asie, un très rare roman de Corée du Sud autour d'une thématique LGBT, ce qui est vraiment assez nouveau dans le pays. C'est de Kim Hee-jin, À propos de ma fille, chez Gallimard. Un roman qui est raconté à travers le regard d'une dame assez âgée, qui vit toute seule, son mari est mort,
Elle a vraiment, elle vit très chichement et elle a une fille d'une trentaine d'années qui est enseignante et qui lui fait savoir qu'elle éprouve de graves problèmes financiers. Elle demande de l'argent à sa mère qui n'en a pas lui dit pour t'aider, pourquoi tu ne viens pas habiter chez moi pendant quelque temps jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Or, ce que la mère ne sait pas, c'est que sa fille de 30 ans a une partenaire, une conjointe, et va donc les accueillir toutes les deux dans ce petit logement. Et là, tout de suite, les tensions vont surgir parce que la mère, donc, qui nous raconte l'histoire, enfin, à travers qui est racontée l'histoire, la mère ne comprend absolument pas comment sa fille peut tourner le dos à la tradition de la famille, du mariage. C'est pour elle totalement incompréhensible. Donc, premier roman qui nous donne, je dirais, un regard sur une société qu'on apprend à découvrir, et notamment, il y a une explosion au niveau de la culture, de la K-pop au cinéma avec Parasite il y a 2-3 ans, et plusieurs autres cinéastes, bien sûr, mais aussi maintenant la littérature, et Kim Hee-jin, À propos de ma fille, chez Gallimard. Et, juste en terminant, je porte à votre attention l'apparition de du troisième volume d'une trilogie du prix Nobel de littérature J.M. Coetzee, qui est publié au Seuil, La mort de Jésus. Moi, j'avais lu les premiers volumes de cette série, qui n'a rien à voir directement avec Jésus. C'est l'histoire d'un jeune garçon, David, qui, dans une enfance de Jésus, Coetzee nous racontait donc cette histoire d'un enfant qui part, c'est un réfugié, et qui va être protégé par un homme qui n'est pas son père. Et évidemment, on arrive à la fin de la vie de David, donc la mort de Jésus, mais on voit que cet homme qui va avoir un destin exceptionnel, à qui on va trouver des qualités exceptionnelles, en filigrane, on entend bien sûr l'écho de la Passion du Christ, mais la Passion du Christ incarnée dans la vie d'un réfugié à la fin du 20e, au début du 21e siècle. Et ça vient donc clore cette histoire, cette longue histoire racontée par Coetzee, la mort de Jésus au Seuil. Alors voilà qui met fin à notre tournée des incontournables du mois de juin. Et nous, on va se revoir à l'automne. Alors, bon été. Bonjour, mon nom est Max Sevieno, je suis libraire responsable de la section adulte à la librairie Monet. Je vous présente aujourd'hui les incontournables pour le mois de juin dans la section polar, littérature policière. Beaucoup de choix, évidemment, on est au seuil de l'été, donc les éditeurs en profitent pour sortir beaucoup de littérature policière. Ça semble être toujours le choix de prédilection pour les lecteurs, très souvent l'été. Donc j'ai fait un choix, je vais rapidement passer à travers tout ça. Il y a beaucoup de choses que si vous faites des sélections en librairie, vous allez voir, là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a beaucoup de gros noms également. Souvent, les rentrées littéraires avec les gros noms se font plus à l'automne ou en janvier. Là, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu décalé certains auteurs pour pouvoir donner un petit peu d'aération pour la rentrée littéraire, puis donner un peu plus de chance à d'autres grands auteurs pour l'été. Je ne vais pas m'attarder sur les grands auteurs, peut-être un peu plus sur les auteurs un peu moins connus pour vous faire, bien sûr, comme toujours, découvrir certaines choses. Alors, on commence avec Barbara Abel, Les Fêlures chez Plomb. On trouve un couple qui est, semble-t-il, suicidé, les deux dans leur lit, mais un des deux du couple se réveille, n'est pas vraiment suicidé. Et là, enquête, est-ce que c'est un vrai suicide ensemble qui devait se faire? Est-ce que plutôt c'est un suicide caché, camouflé? Est-ce que c'est plutôt un meurtre? Alors là, on rentre vraiment dans le thriller psychologique. Barbara Abel, elle est très bonne pour ça. La psychologie des personnages, travailler les personnages, vraiment mettre en contexte. C'est minimaliste au niveau de l'écriture parce qu'elle va pas vraiment, c'est pas le grand polar à déploiement avec les grands espaces. Ça se passe dans un lieu, ça se passe beaucoup dans la tête et elle le fait très bien. Une belle lecture là, qui est agréable, qui est bien construite pour justement entamer les lectures d'été. Ce serait une belle option. Barbara Abel, Les Fêlures chez Plomb. On reste du côté de la France avec Olivier Norek dans Les Brumes de Capellan chez Michel Lafon. Olivier Norek n'est plus vraiment à comparer je dirais à ce moment-là vraiment à mentionner.
C'est un auteur qui a fait ses preuves avec un paquet de romans qui sont toujours super bien écrits. Ça doit être le cas, encore une fois, de ce roman-là. On est dans un contexte, une île au bord de l'Atlantique, où il y a un paquet de secrets qui ressortent, qui jaillissent à ce niveau-là. Donc, ça semble extrêmement intéressant. Olivier Norek a vraiment un talent d'écriture. Et il y a vraiment chez lui une qualité au niveau du rythme. Il sait écrire avec le rythme, il sait écrire le polar, pardon. Il sait écrire la littérature policière pour que les lecteurs, les lectrices soient vraiment toujours accrochés. Toujours original, et ce que j'aime beaucoup avec Olivier Norek, c'est qu'il se promène beaucoup d'un sujet à l'autre. Il n'y a pas on pourrait dire vraiment là, un sujet central, un sujet chéri qu'il va toujours récupérer. Au contraire, à quelque part, je dirais qu'il se met un peu en danger, ou du moins, il pratique l'écriture très variée. Olivier Norek dans Les Brumes de Capellan chez Michel Lafon. On y va avec La secte des suicidés de Jeong Hae-young. C'est toujours bien sûr le roman coréen polar que je vous propose dans le mois. Il y en a tout plein, toujours chez Matin Calme. Ici, La secte des suicidés, c'est intéressant. Je vous lis le 4e de couverture, ça dit tout. Il ne veut pas mourir, il y a des traits d'union entre chaque mot. Enfin, si au départ, il ne rêvait que de ça, Kim Tao-tsang, il avait même rejoint un club de suicide pour fuir cette vallée de larmes. Mais des forces obscures semblent n'avoir qu'une idée, l'assassiner. Et ça, ce n'est vraiment pas du jeu. Alors, voyez, et en dessous, on écrit Anti-Scream et J'ai rencontré le diable, un polar haletant, horrifique et sacrément massacrant. On est littéralement dans le ton des Coréens qui font du polar, alors quelque chose de lourd, quelque chose de très graphique, quelque chose de très imagé, avec toujours cette petite touche d'humour, des fois un petit peu difficile à cerner, un humour noir, jaune, quelque chose de très, très spécial. Ils ont vraiment le ton vraiment d'entrer dans le solide. On a l'impression qu'ils font de l'écriture de polar la même chose qu'ils font au niveau de l'écriture cinématographique dans les films d'horreur, les films d'effroi, les films de terreur. C'est similaire, ils ne se gênent pas pour y aller à fond. Et ça donne toujours des résultats assez intéressants, parfois un peu récurrents, des fois un peu répétitifs. Ici, bon, le sujet de base, la ligne initiale est intéressante. Il faudra peut-être vérifier. De votre côté, La secte des suicidés chez Matin Calme de Jeong Hae-young. Ici, une petite particularité. Tu marches parmi les ruines de Tyler Keville au seuil dans la collection Cadre Noir. C'est l'histoire d'un personnage dont le mari a été poignardé. Eh bien, on essaie de retrouver un peu les raisons et les coupables. Par contre, la particularité, c'est que le roman est écrit au-dessus. Donc, tout au long du roman, vous avez vraiment l'impression d'être le personnage, le héros, l'héroïne du roman. Je vous donne un exemple. Tu as gentiment écouté, tu venais de me dire que ton mari avait reçu un coup de couteau dans le cœur et j'étais là à me lamenter de mes difficultés artistiques. Mais tu l'as bien pris, tu as déclaré que toi-même, Donc, tout au long du roman, c'est un tu. C'est un exercice de style, bien sûr, qui a été largement utilisé à l'époque du nouveau roman. Michel Butor le fait. Il y a plein d'autres auteurs qui l'ont récupéré. Ici, on est dans le polar. Donc, ça peut être intéressant de voir un peu comment on se fait mettre, on se fait imposer un peu la position du personnage, victime d'autant plus dans ce cas-ci, parce que, bon, elle est à la recherche du coupable, l'assassin de son mari, tout ça. Ça peut amener une fin surprenante. Tu marches parmi les ruines de Tyler Keville chez Seuil Cadre Noir. Je trouve l'exercice de style peut être intéressant. Une belle lecture qui risque peut-être à ce moment-là de quelque part d'aller chercher certains lecteurs. François Cereza, les productions, les romans français sont très, très, très nombreux, sont nombreux ce mois-ci. J'ai l'impression que la France s'est beaucoup mis à l'écriture de romans policiers. François Cereza, L'oiseau qui avait le vertige, à l'archipel, au-delà, oui, d'une très jolie couverture.
Quelque chose de récurrent également, un roman qui se passe sur des îles de l'Atlantique, alors encore une fois quelque chose qui se passe de ce côté-là. On est plus dans les services spéciaux à ce moment-là, plus dans l'enquête policière, à la limite un peu diplomatique, je dirais, à ce moment-là. Un panoplie de personnages, et c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose un peu du Agatha Christie qui entre dans ça. Donc, ça peut être intéressant de voir un peu comment c'est présenté, le mélange entre Agatha Christie et le souci politique, tout ça. François Cereza, L'oiseau qui avait le vertige, aux éditions L'Archipel. Camilla Grébé nous présente son nouveau roman, L'horizon d'une nuit. Bon, Camilla Grébé, c'est l'incontournable. Je vous dirais ici, c'est la source, le titre qui est la valeur sûre, voilà, pour ce mois-ci. Avec Grébé, rarement on va être déçu. Il y a une structure, il y a une écriture, il y a un rythme, et elle a le sens vraiment du polar, vraiment le sens du suspense. Donc avec Camilla Grébé, vous allez avoir sans doute beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de vos lecteurs, de vos lectrices qui ont sans doute lu les précédents. Journal de ma disparition, L'Archipel des larmes, tout ça. Avec L'horizon d'une nuit, on va retrouver... Vous savez, c'est le standard. Avec Camilla Grébé, on sait toujours quelque part où on s'en va. Les histoires sont différentes, mais le style est un peu toujours le même. Ça peut être réconfortant pour certains lecteurs qui n'aiment pas trop lire la littérature policière différente, qui ne veut pas trop s'aventurer, qui veut avoir une zone de confort. Bien ici, c'est la zone de confort, plaisir assuré. Belle lecture, je pense, d'été pour beaucoup de vos membres, lecteurs et lectrices. L'horizon d'une nuit, chez Calmant Lévy, Collection Noire, Camilla Grébé. Alors là, on est un petit peu plus champ gauche. On s'en va avec Sébastien Rutès, Pas de littérature chez Gallimard dans la série noire. Pas de littérature, c'est l'histoire d'un personnage qui traduit des livres, mais il n'est pas très bon en anglais, fait qu'il demande à sa conjointe de faire des traductions. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est qu'il est emmêlé dans une histoire de mafia, va se retrouver en Amérique. C'est déjanté, c'est particulier, ça sent le cinéma noir avec beaucoup de touches d'humour des années 60. C'est particulier, c'est vraiment intéressant. Peut-être, là, à ce moment-là, certains lecteurs, certaines lectrices, peut-être un petit peu plus pointus. La lecture est plus pointue également. C'est un petit peu moins grand public. Beaucoup de références, d'allusions à ce moment-là, à certaines périodes, à la littérature policière également, parce que le personnage est directement dans le milieu de l'édition, tout ça. Donc, peut-être une lecture un peu plus pointue pour des amateurs de littérature policière qui en ont lu beaucoup et qui peut-être voudraient découvrir autre chose. Pas de littérature de Sébastien Rutès chez Gallimard. Encore une fois, on est du côté de la France. Morgane Montoriol qui nous présente ici son nouveau roman qui s'appelle California Reaper chez Albin Michel. Le California Reaper, c'est le piment le plus épicé, le plus fort là, qui existe là, dans le degré de force des piments. C'est le plus fort. Et ici, on se retrouve en Georgie. On est en plein milieu des États-Unis parce qu'elle a décidé vraiment de planter cette histoire-là aux États-Unis. Et là, c'est une histoire de magouille et je dirais vraiment de problèmes de structure familiale, littéralement. La belle famille, tout ça, c'est interne, c'est des règlements de compte à l'intérieur de la famille, mais ça semble vraiment, mais très solide. Elle vous avait offert son précédent roman, c'était Tache rousse, et c'était vraiment bien écrit. Elle a un style à elle, elle a une façon d'écrire, elle est vraiment identifiable. J'imagine que dans ce roman-là, c'est exactement la même chose. Je pense que là, il y a quelque chose vraiment à découvrir pour les gens qui... Là, ici, on est vraiment chez les lecteurs qui disent « J'ai pas mal tout lu, il n'y a rien qui m'intéresse, je veux découvrir quelque chose. » C'est la découverte du mois, vraiment. California Reaper, on est chez Albin Michel de Morgane Montoriol. C'est d'actualité, donc, et c'était énormément demandé. Les loups de Benoît Witkin. On est en
L'Ukraine, bien sûr, c'est un roman qui est quasiment un roman d'anticipation, puis en même temps un roman parallèle, à quelque part, je pourrais dire. C'est la nouvelle présidente de l'Ukraine, Olena Apko, prépare son investiture, femme d'affaires au passé violent, celle que l'on surnomme la princesse de l'acier, savoure sa victoire, la voilà au sommet. À ses pieds, l'Ukraine, sa steppe immense. Mais la Russie ne l'entend pas ainsi. Face à la future présidente, les services secrets russes et les oligarques locaux attirent les révoltes populaires. Écoutez, c'était écrit avant la guerre de l'Ukraine, puis il y a des choses dans ça qu'on peut retrouver qui ressemblent beaucoup à ce que l'on peut vivre, l'invasion de l'Ukraine, tout ça, l'affrontement avec les Russes. Il y a quelque chose de particulier lorsque le roman policier, le roman noir, parce qu'on est vraiment dans le noir solide, lourd ici, évoque une éventuelle réalité qui finalement s'est passée pas longtemps après le livre. Beaucoup de demandes en librairie. Le livre a été manquant pendant un certain temps parce que, bien sûr, du côté de l'Europe, il a été largement fourni. Donc, nous, on n'en a pas eu. Là, on en a. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aillent le voir puis qui vous le demandent à ce moment-là. Vous pourrez leur proposer Les Loups de Benoît Witkin. Attention, sujet quand même lourd. C'est écrit également d'une façon très pointue, très précise. On n'est pas dans le roman d'été léger. Alors, juste vous prévenir, mais ça devient quasiment incontournable à cause, liée à la situation, à l'actualité présente. Les Loups de Witkin, on est aux éditions Equinox de ce côté-ci. Je pointe rapidement de Greg Buchanan, 16, Calman Levy, Noir. Un roman d'enquête qui est un premier roman, mais qui semble assez particulier. Ça se passe dans un milieu campagnard, dans une campagne, tout ça. Et il y a un inspecteur puis un vétérinaire qui doivent travailler de mèche parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des chevaux qui sont assassinés. Et on essaie de trouver justement le coupable et la raison surtout pourquoi on a fait ces actions-là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu, je dirais, perdu, éloigné, sans nom, anonyme, et tout est campé dans ce milieu-là, dans ce décor-là. Et ce qui est intéressant, c'est dans les romans, lorsqu'on essaie, ou du moins qu'on ne peut pas donner de références, de repères visuels, de repères locaux, géographiques, c'est intéressant de voir comment l'auteur a réussi malgré tout à camper l'intensité, camper l'action, et c'est relativement bien fait. 16 de Greg Buchanan chez Calman Levy, Noir. On se retrouve ici avec La Nuit des Anges de Anna Tomassi aux éditions Prélude. Le roman parfait, je pense, pour une lecture d'été. Quelque chose de simple, une jeune mère divorcée qui revient après 10 ans vivre dans sa ville d'enfance, tout ça. Simultanément, au moment où elle arrive, il y a une disparition d'enfants qui se fait et bien sûr, cette disparition-là, souvent le hasard est ce qu'il est, ça ramène un paquet de souvenirs, un paquet d'événements du passé qui vont secouer le personnage d'Alice qui vient retrouver son lieu d'enfance. Et vous imaginez bien sûr la suite, à ce moment-là, on retourne dans les souvenirs et il y a des trucs qui vont sans doute être déterrés. Le genre de roman qui paie pas de mine, dans le sens où à la base, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher du roman très excentrique ou complètement différent. On n'est pas dans le marginal ici. Je pense qu'on est à quelque part dans un certain confort de lecture. Quelqu'un qui vous dirait, et là c'est vraiment le profil du lecteur ou de la lectrice qui arrive, qui dit « Je veux lire quelque chose de différent, mais je veux pas m'aventurer, je veux pas être déçu. » Vous avez quelque chose ici qui va, oui, les surprendre, les amener un peu ailleurs, mais sans que ce soit trop déstabilisant. La Nuit des Anges, Anna Tomassi, aux éditions Prélude. Je me permets de parler de Mortel Motel de Do Jinki. C'est le deuxième roman coréen dont je vous parle aujourd'hui, toujours chez Matin Calme. C'est un roman, encore une fois, je vous lis. La meilleure façon, Matin Calme, c'est de lire le 4e de couverture parce qu'il est assez efficace. Go-jin, le fameux avocat de l'ombre, investigue sur un meurtre commis presque sous ses yeux dans un motel. L'affaire semble liée à un certain docteur Yi Tako
qui proposerait à ses patients un étrange suicide mental censé les guérir de toute souffrance. Alors bon, vous voyez un peu l'ambiance, le ton, le mortel motel où les gens se rendent pour se suicider mentalement, du moins se libérer d'un certain poids qui peut être physique, mental, social, peu importe. Et puis ben là, sans doute il se passe plein de choses, toujours à la sauce coréenne. Alors avec beaucoup d'intensité, beaucoup de graphisme, c'est lourd, c'est noir, c'est pesant. Il y a beaucoup de lecteurs qui apprécient ça. Il y a beaucoup de lecteurs qui aiment le style coréen, la twist coréenne. Alors, Mortel Motel de Jo Jin-ki, c'est les enquêtes de l'avocat Go Jin chez Matin Calme. Et je vous reviens à l'écran avec Alba Mera de Giancarlo de Cataldo. Chez Métayer Noir, je vous le mentionne tout simplement parce que, bon, c'est certaines personnes qui aiment les lectures d'été, mais qui aiment les lectures chaudes, tout ça, ça se passe à Rome. Et la particularité, c'est que vraiment, cet auteur-là adore cette ville-là. Alors là, vraiment, Rome est vraiment mis en évidence. Et les auteurs qui s'amourachent parce qu'ils y sont nés ou ils ont décidé de s'y installer et sont tombés amoureux de cette ville-là, mais souvent, ça fait des romans extrêmement intéressants parce que ça met en lumière complètement le lieu. Et c'est le cas d'Alba Mera, quelque chose de très noir, avec des personnages sadiques, des situations lourdes, mais on est vraiment dans le noir ici. Alors, bon, juste pour vous prévenir, puis prévenir aussi vos lecteurs, vos lectrices, c'est quelque chose qui demande quand même une bonne préparation mentale ou une bonne connaissance du polar. On ne remet pas ça à quelqu'un qui dit « Bon, j'ai pas lu vraiment de polar, je veux quelque chose de léger. » C'est pas pour eux. Alba Mera de Giancarlo de Cataldo aux éditions Métayer dans la collection Noire. Voilà. J'en ai passé quelques-uns, il y en a plein d'autres également. Si vous faites la recherche, si vous faites un peu le suivi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de titres qui sont sortis. On risque d'avoir un été polar assez intéressant. Mon nom est Mike Seviano, je suis responsable de la section littérature générale adulte chez Monet. Je vous ai présenté les incontournables de la section polar roman policier. Et nous, ben, on se retrouve en automne, en septembre, pour d'autres propositions. Merci beaucoup. Au revoir.